Vous écoutez l'affaire Marcel Barbeau, deuxième partie. La rumeur a couru que c'était des femmes brunes. Nicole Ducroc, habitante de Nogent-sur-Oise. À l'époque, j'étais naturellement très brune avec des longs cheveux. Moi, je me suis fait teindre en rousse. Mais beaucoup l'ont fait, je crois. On essaie de se protéger comme on peut, quoi. Je me souviens que sur Nogent, le marché immobilier s'est effondré. Personne ne voulait venir habiter à Nogent. 5 ans après la première manifestation du tueur, et il n'y a rien qui puisse lancer les policiers sur la piste de un tel plutôt qu'un tel. Il n'y a rien. Et c'est terrible parce que le type, il a continué à tuer et qu'il va continuer à tuer. Quand j'arrive en septembre 1974, ce qui me surprend, c'est que les dossiers dorment. Daniel Neveu, ancien directeur d'enquête PJ de Creil. Et apparemment, ce sont des énigmes qui n'intéressent plus grand monde. Tout au moins, ça intéresse beaucoup la population, par la psychose que ces affaires ont créée, mais il n'y a pas de répondant au niveau enquête. J'ai déterminé au niveau de l'enquête 7 phases. Surveillance, guet-apens, neutralisation, soit assommé, soit atteinte à distance de balles de 22 long rifle. On la transporte, on la dénude, on joue avec et on l'exécute avant de voler le sac à main qu'elle transporte. Et dans chaque série de crimes, on retrouvera ces 7 phases qui fait que ce scénario ne peut avoir été inventé et exécuté que par un seul auteur. Il faut chercher quelqu'un du cru qui connaît parfaitement son terrain de chasse. Ce travail de l'inspecteur Neveu est tout à fait exceptionnel. Didier Roucou, avocat des familles de victimes. Et par le temps passé, et intellectuellement, parce qu'il s'était fait une idée de ce qui était le personnage. Lui, il avait eu l'intuition. C'était une espèce de profilage. À Nogent-sur-Oise, le commissaire Neveu est plus que déterminé à aller au bout de l'enquête. Pièce par pièce, le policier reconstitue le puzzle qui pourra peut-être lui permettre de démasquer le tueur de l'ombre. Les investigations vont le ramener au cimetière de Laigneville. Il y a un élément qui survient quelques semaines après ce double crime, c'est qu'une personne qui se rend au cimetière et tire de l'eau à un robinet découvre au pied du robinet des cartouches entières. Et il s'avère que ces cartouches sont les mêmes que celles qui ont servi à tuer Mademoiselle Vaniche et puis son compagnon. On en déduit que le tueur, après son crime, a peut-être été se laver les mains et aura perdu sur place ses munitions. Le problème, c'est que quand on veut découvrir le robinet, on ne le trouve pas. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, le robinet, il est là. Et là, il se dit, pour connaître l'endroit où était ce robinet, il faut que le type connaisse le cimetière. Et s'il connaît parfaitement ce cimetière, c'est que probablement, il a un parent qui est inhumé à l'endroit. D'où le recensement que j'ai fait des 650 tombes. En se disant, c'est peut-être le nom du tueur ou c'est peut-être le nom de quelqu'un de la famille du tueur. Il y a eu des tas d'auditions de gens qui ont été entendus, même plusieurs fois. Et il n'y avait pas l'informatique à l'époque. Donc on faisait ça avec des petites fiches, à la main. Donc c'est un travail considérable. Le mec, il est là. Il a la moitié des flics de France aux fesses. Alain Hamon, journaliste et auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire. Il est dans un tout petit périmètre. Il arrive encore à taper.
Julia Goncalves est retrouvée assassinée dans une petite rivière qui traverse le parc Hébert. Donc on est en plein sur le territoire du tueur. Donc on se dit, ça y est, c'est reparti. Là, vous comprenez que ça y est, ça vous est tombé sur la tête, il va falloir y aller. Il y a un témoin qui a vu, dans la lueur de ses phares, très vraisemblablement le tueur. Le portrait robot nous décrit un type brun, le visage émacié, des gros sourcils. Il a bien fait de le faire, puisqu'effectivement, ce portrait robot s'avérera très ressemblant à la personne qui va être arrêtée. Un mois plus tard, Françoise Jakubowska est découverte morte, assassinée, dans le jardin d'un hôtel proche de la gare de Villers-Saint-Paul. Julia Goncalves et Françoise Jakubowska, en un mois, 2 victimes. Est-ce que le tueur n'est pas un malade qui, là, est dans une phase ascendante totale? Est-ce que là, il ne va pas y avoir un massacre? Il faut absolument arrêter cet individu, c'est indispensable. Jakubowska, elle avait 19 ans. Dès le lendemain des faits, 9 personnes sont entendues. En fait, la psychose fait son chemin. Des voisins se dénoncent entre eux, sans vergogne, tel ce couple du 3e âge qui ne se supportait plus. On a la pression de la rue, bien sûr. On reçoit des lettres de dénonciation, c'est quelque chose d'ahurissant. Ça devait représenter à peu près 600 signalements. Et à chaque fois, essayer de mettre un nom sur ces gens et commencer à vérifier s'ils avaient un alibi ou pas. Petit à petit, éliminer, avec, dans un coin de sa tête, la certitude que le nom est là, quelque part. Le commissariat nous passe une communication téléphonique, un homme au bout du fil qui dit « L'homme que vous recherchez, il est marié, il a 2 enfants. » C'est un type qui a fait la guerre d'Algérie, qui a travaillé à l'usine Rivière et il habite Montaterre. Il a fait de la boxe à Villers-Saint-Paul et il n'a pas de permis de conduire. Et il raccroche. Qu'est-ce qu'il fait, Neveu? Eh ben, il ajoute ça à ses recoupements. Et au milieu de tout cela, il y a le nom Marcel Barbeau. Il était dans les dénonciations et il a son nom dans le cimetière de Laigneville. En novembre 1976, la liste des suspects dressée par Daniel Neveu ne comporte plus que 50 noms. En 6e position sur cette liste, un certain Marcel Barbeau. Il a travaillé à l'usine Rivière. Il a déjà été condamné pour vol et surtout, son patronyme figure sur plusieurs tombes du cimetière de Laigneville. Ce serait donc lui, le tueur de l'ombre. Marcel Barbeau, cet homme qui est soupçonné d'avoir commis 8 meurtres en 7 ans, ressemble à n'importe qui. On est le 14 décembre 1976. Les enquêteurs arrivent à Montaterre. Alain Hamon, journaliste. Dans un grand ensemble, il tombe sur sa femme. Barbeau arrive assez rapidement. Il rentre de son boulot avec les jouets de Noël de ses enfants dans les bras. Il est interpellé à ce moment-là. Il est très surpris, très fâché, très peu coopératif et quasiment muet. Il descend à la cave et là, un siret, une 22 long rifle. La carabine a tout de suite été envoyée à Paris, chez M. Secaldi. Il appelle en début d'après-midi de la 2e journée de garde à vue et il dit « c'est la carabine du dernier crime ». Cri de joie. C'est sa carabine qui a tué
Goncalves et Jakubowska. On a découvert chez lui la carabine correspondant à celle qui a tué depuis le... En écoutant la radio, j'entends, avec beaucoup de soulagement et de stupéfaction, le tueur de l'Oise est arrêté, il est au commissariat de police de Creil. Édouard Benko, habitant de Nogent-sur-Oise. Quand ils ont dit qu'il s'appelait Marcel Barbeau, le soir, les potes, ensemble, oh merde, tu vois, on avait raison que c'était lui. Si on avait fait notre travail du citoyen, mais quand on a 25-30 ans... En plus, c'était un pote. Ça fait quand même mal, ça fait quand même peur. Et c'était un pote et on a côtoyé un assassin. Je connaissais un peu cette famille, Barbeau de Liancourt. Le grand-père de Marcel Barbeau étant client chez mes beaux-parents qui étaient marchands de charbon combustible. Jean-Michel Vermeil, ami d'enfance de Morissette Van Hift. Et ça nous a d'autant plus sidérés, si je puis dire, mais en même temps rassurés, et voilà. Ça peut être vrai, voilà, on dit, pourvu que ce soit lui, qu'on soit libéré, quoi. C'est vraiment, oui, j'en frissonne encore, c'était vraiment... On a récupéré ses emplois du temps depuis 1969. On sait ses jours de congé, on sait ses jours de travail, on sait ses heures de travail, on sait ses absences, tout est marqué. Il est toujours disponible pour les crimes. Il n'a pas d'alibi. Et il nie tout. J'ai connu Marcel Barbeau, 17-18 ans j'avais. Je me suis inscrit dans une salle de sport. Moi, je faisais de la gréco-romaine. Et il faisait de la boxe, lui. C'est un costaud, le mec, hein. 1m85, 95 kilos, ça cognait sec, hein. Puis ensuite, il a fait sa vie au service militaire, moi la mienne. J'étais en Algérie, lui aussi. Et il s'est engagé comme para, c'est ce qu'il nous avait dit avant. Et puis bon, pour une raison ou pour une autre, ça s'est pas fait, il était brancardier. Je le voyais pas du tout comme ça, lui, hein. Je voyais plutôt aller au combat plutôt que d'être brancardier. Et on s'est revus quand moi je me suis fait embaucher chez Rivière en 67. Quand je suis arrivé, Barbeau était déjà là. Il affûtait des outils qui servaient à la découpe des clous. Ah bah c'est un très bon ouvrier. Il maîtrisait son travail. C'était le brave mec. Marcel Barbeau mentait à sa femme, systématiquement sur ses congés et sur ses prises de service. Elle n'avait jamais les bonnes heures et les bons jours. Donc, elle était persuadée de savoir ce qu'il faisait, puisqu'il était en train de travailler, mais il arrivait que non. Donc, il ment à sa femme pour pouvoir sortir, prendre son vélomoteur, faire ses phases de surveillance, et ensuite trouver le créneau pour passer à l'action. Et c'est vrai que cet homme aussi rangé, avec un emploi, une femme, des enfants, et puis ça, il y a un tel décalage qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment il a pu arriver à commettre de tels crimes et dans de telles conditions. L'élément déclencheur, c'est la mort de sa mère, qui était en 69, je crois. Et j'étais à l'usine, quand il est arrivé un petit peu en retard, en pleurant. Et j'ai été le voir, lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, grand? Il m'a dit, maman est décédée cette nuit. Alors j'ai dit, mais que reste pas là, va. T'as le droit à quelques jours, vas-y. Alors il est reparti. Après, quand il est revenu, le casse-croûte, c'était plus avec nous, c'était seul. C'était plus le même. Celui qui travaillait à côté de lui, il disait, mais il parle toujours tout seul. C'est bizarre, il n'était pas comme ça avant. Puis bon, après, il s'est éloigné doucement, il s'est éloigné du groupe. La cassure était vraiment là. Pendant la garde à vue, j'ai posé très peu de questions. Daniel Neveu, ancien directeur d'enquête PJ de Creil. J'ai dit, est-ce que la mort de votre mère a quelque chose à voir avec les crimes que vous avez pu peut-être commettre? Et là, il a sauté sur la table. En hurlant, qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans? Parlez pas de ma mère. J'avais quasiment la réponse à ma question. C'est vrai qu'on a toujours fait un lien entre le décès de la mère et les passages à l'acte, d'autant que sa mère était brune et il s'attaquait aux brunes.
Dans son portefeuille, on retrouve une page d'écolier écrite à la main avec tous les membres de sa famille, avec les dates de naissance et les avis de décès quand décès il y a eu, notamment son frère et notamment sa mère. Comme s'il tenait un compte, en fait, de la vie et de la mort de sa famille. On ne peut pas en déduire grand-chose, à part que c'est quand même peu commun de transporter quotidiennement dans sa poche la composition de sa famille, y compris de ceux qui sont morts. Et puis il commettait des vols. Beaucoup de vols. Il passait son temps à cambrioler dans la région. Il a été condamné à 6 mois de prison, avec 6 mois de mise à l'épreuve. Étudier les cambriolages, c'était découvrir le tueur. C'est la synthèse de tous les cambriolages imputables ou prouvés contre Barbeau, à partir d'éléments hors normes, comme par exemple l'acharnement à vouloir rentrer chez les gens, même quand ils sont là, à revenir plusieurs fois sur place, à violenter les chiens, à rôder dans les jardins. Il adore rôder dans les jardins. Il utilise ensuite le temps qui lui reste à perdre son temps, c'est-à-dire à remonter des montres, à remettre un réveil à l'heure, à sortir les effets de fab. Il regarde la couleur de leur culotte. Et les photos de famille qu'on retrouve étalées sur le lit familial, c'était vraiment le voyeur. Ils volent des souvenirs de famille, ils volent des photos de famille, des trucs qui n'ont aucune valeur marchande. Mais s'il y a une carabine, ça, il n'oublie pas de la prendre. Il aime bien les armes. Le problème, après l'arrestation de Marcel Barbeau, c'est que la carabine que l'on découvre dans sa cave, la balistique ne sort que 2 crimes. Il en manque 6. Donc, il faut trouver une autre arme. En revanche, on découvre que Marcel Barbeau, lors d'un cambriolage, a volé une 22 long rifle, d'une marque différente que la première. Mais comme ils ont l'ancien propriétaire, Neveu dit « Bon, est-ce que vous avez tiré avec votre carabine ?» Et le type dit « Oh, c'est une 22 long rifle, je tirais les oiseaux. Et puis je tirais sur des boîtes de conserve dans mon jardin et tout le truc et tout. » Et comme cette carabine éjecte les étuis, on a pris notre courage à 2 mains et on a bêché et on a fini par retrouver des étuis. Et cette carabine, on détermine qu'elle a tué le couple Morissette Van Nift, Eugène Stéphan et Josette Routier. Ça fait 5 victimes sur 8. Il en reste 3 qui sont un peu dans la nature et pour lesquelles il n'est pas renvoyé devant la cour d'assises d'ailleurs. Malgré les preuves matérielles apportées par les experts en balistique, Marcel Barbeau persiste à nier. À l'issue de l'instruction, il est renvoyé vers la cour d'assises pour les 5 derniers meurtres qu'il a commis. Le palais de justice était pris d'assaut. On voulait voir le tueur de l'ombre. Didier Roucou, avocat des familles de victimes. À l'époque, quand on venait devant un tribunal, on mettait son costume du dimanche. Donc il était bien habillé, il a une certaine prestance, un peu impressionnant. Moi, j'ai toujours été surpris de son regard. On sent qu'il avait une vie personnelle qu'il ne livrait pas. Comme une autre vie en lui. C'était quelqu'un qui parlait peu. Mais il y a même des moments où on avait l'impression qu'il n'était pas là. À partir du moment où il avait dit « c'est pas moi », la pièce se jouait sans lui. C'était pas son procès, puisqu'il n'avait pas tué. Il le disait. C'est pas moi, j'étais pas là, je suis pas le tueur. Et c'est pourquoi on attendait beaucoup du collège d'experts psychiatriques qui nous expliquent pourquoi Barbeau avait commis tous ces crimes. Et on n'a jamais eu une réponse satisfaisante. Nous, ses copains, on savait qu'il avouerait jamais. C'était son caractère. Quand il avait décidé, même pris en flagrant délit, quand il avait décidé de dire non, c'était non. Non, ça, il n'aurait jamais avoué. Ça, on le savait. Le verdict tombe, détention en perpétuité, aucune réaction. Il est resté impassible,
Comme il l'a été pendant 3 semaines. Et j'ai regardé, je l'ai vu, comme si c'était un soulagement pour lui que ce soit fini. Ses réactions, il ne les livre pas. Pourquoi il a fait ça? On sait que c'est lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, il est l'auteur de tous les crimes. Depuis 69. Moi, j'ai trouvé que la justice avait été un peu précautionneuse et qu'elle aurait dû laisser au jury le soin de dire si oui ou non il était l'auteur de tous ces crimes. Il n'a pas avoué, il n'a pas demandé pardon, il n'a pas expliqué ses crimes. Donc, sur le plan humain, c'est quand même un mystère incroyable, quoi. Comment un homme peut devenir un monstre à un moment de sa vie? Il redeviendrait un peu humain. De dire, voilà, j'ai basculé dans l'horreur des crimes parce que, voilà ce qui se passait dans ma tête. Ou je ne dis pas qu'on pardonne dans ces cas-là, mais on peut comprendre, peut-être, approcher peut-être un peu. Et ça fait moins peur. Cela fait 45 ans que Marcel Barbeau est en prison. Il n'a jamais obtenu de remise de peine. Âgé de 80 ans, il est aujourd'hui l'un des plus anciens détenus du pays. Quant à Daniel Neveu, il est considéré comme l'un des précurseurs du profilage en France. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.